La session d'aujourd'hui va porter sur, 2 grands points importants, l'impact et la réputation, de la recherche scientifique et ça, on peut le faire à différents niveaux. Bien sûr, au niveau du chercheur, au niveau d'une équipe, au niveau d'une institution ou d'un pays et l'idée, c'est de donner, quelques informations en partant de la publication stratégique, donc la stratégie de publication, comment est-ce qu'on publie, jusqu'à la valorisation de la recherche. Comment on fait pour mettre en avant la recherche qu'on fait, encore une fois à différents niveaux et différents éléments aussi, autour des domaines de recherche, des collaborations et du financement. Alors très rapidement, ici, j'ai, l'agenda, les différents points que je vais, aborder pendant ce webinaire. Le premier point, c'est, que le monde il est en constante évolution, en mutation. Donc, il y a des choses qu'il faut, qu'il faut savoir par rapport à ce qui se passe actuellement dans le domaine de la recherche scientifique. On a pas mal de défis, pas mal de problèmes qui se posent. Après, ce qui a toujours été le cas, c'est, faire progresser la recherche scientifique et ouvrir de nouvelles frontières de recherche. Donc essayer de développer la science, développer les connaissances. Heu, il y a différents moyens. On peut utiliser, les données qu'on trouve dans les publications, mais aussi les citations pour essayer de comprendre là où va la science. Donc c'est vraiment des techniques, scientométriques où là, on va, essayer d'utiliser les différents types de données pour détecter les domaines de recherche à fort potentiel. Et ça, quand on a cette information, bien sûr, c'est très important parce qu'on a une certaine longueur d'avance. Puisqu'on a la visibilité, on a l'information sur là où va la science. OK. Qu'est-ce qui est demandé? C'est quoi les problèmes actuels? Je vais développer ce point un peu plus tard pendant cette session. Dans la science, mais aussi dans le monde du travail ou dans la vie en général, très important d'avoir un réseau de soutien, c'est-à-dire établir des contacts, établir son réseau, ok, networking ou c'est du réseautage. Et ça, c'est très important parce que c'est ce réseau de soutien qui va vous permettre de favoriser la collaboration, mais aussi des partenariats, mettre en place des partenariats. Alors, je pense par exemple avec d'autres départements de votre institution, d'autres collègues d'autres universités à l'international, mais aussi collaboration avec l'industrie. Donc, l'idée aussi, c'est comment est-ce qu'on fait pour utiliser différents types de données, encore une fois, des publications, pour se créer un petit, son propre réseau. Alors là, on est beaucoup dans la stratégie de recherche, comme je l'explique, mais on a aussi stratégie de publication. Donc, ce qu'on fournit dans certaines de nos solutions, c'est des données qui vont vous permettre de comparer des journaux et on va pouvoir utiliser ces indicateurs pour établir une stratégie de publication. Je vais revenir là-dessus également. Et enfin, le dernier point, c'est, vous vous rappelez le titre du webinaire aujourd'hui, c'est bien sûr impact et réputation. On a travaillé dur, on a choisi un bon sujet de recherche, on a bien travaillé, on a collaboré, on a trouvé quelque chose de très intéressant, on a une histoire qu'on publie. Et après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces travaux? Comment on fait pour démontrer l'impact de ces travaux de recherche? Alors, encore une fois, au niveau individuel, en tant que chercheur, j'avais fait une session sur ce sujet, sur profil chercheur, mais aussi au niveau d'une institution. Par exemple, si je vous pose la question, qu'est-ce que fait votre institution aujourd'hui? Est-ce que vous êtes capable de me montrer ce que fait votre université? Est-ce qu'il y a des moyens de comprendre rapidement qui est actif, la structure de votre organisation, les différentes équipes, ce qu'ils font en termes de publication, mais aussi peut-être en termes d'enseignement, en termes d'encadrement de chercheurs, etc. OK, ou de doctorants. Donc, ici, c'est l'agenda, les différents points que je vais aborder aujourd'hui. Alors, il y a différents points que je veux aborder rapidement en termes de défis, mais en termes de changement aussi. On a un environnement de plus en plus concurrentiel. Ça, c'est la croissance des investissements dans la recherche en Chine. Ça, c'est un rapport qui date de 2023. Les investissements dans la recherche en Chine ont été multipliés par 3,5.
En termes de réforme de l'évaluation, les chercheurs, plus de la moitié, il y a un sondage qui a été fait en 2023 également, voient ce qu'on appelle l'impact sociétal comme l'avenir. C'est-à-dire que quand on va évaluer un chercheur, les travaux d'un chercheur, on va regarder est-ce que ces travaux ont un certain impact sociétal. D'accord? Donc, c'est une tendance qu'on constate. Ensuite, les bailleurs de fonds, les agences de financement ont, donc là on est à 42%, on s'approche de la moitié, ont des politiques de sciences ouvertes. Ce qui fait sens, alors ça c'est encore une fois une étude ici de la Commission européenne. Si vous utilisez des fonds publics, la logique c'est que vos travaux soient aussi publics, en accès, libre accès ou accès ouvert. Ensuite, on a ce qu'on appelle rétention de chercheurs ou researcher retention ici. On va avoir ce qu'on appelle le turnover, c'est-à-dire le personnel qui bouge. D'accord? Donc, comment on fait pour essayer de retenir, de garder euh, les chercheurs performants, d'abord les identifier, mais aussi faire en sorte que potentiellement on puisse les garder chez nous. Donc, tout ça pour dire que voilà, il y a une certaine compétitivité qui a été mise en place, on le sent, très compétitif en termes d'obtention de financement, les réformes d'évaluation qui sont parfois critiquées. Donc, tout ça, c'est en chantier, j'ai envie de dire, chantier permanent, tout le temps, c'est discuter, c'est améliorer. Bref, on a ces changements-là. Donc, on a clairement des défis auxquels les institutions, les chercheurs sont confrontés. En termes d'impact, on a fait un sondage récemment et dans les universités, bon, en anglais on appelle ça Research Office, mais typiquement dans une université, on va avoir l'administration ou la présidence qui va, même les doyens bien sûr font partie, euh, de ce qu'on appelle un bureau de recherche. Donc la question ici, c'est, on leur a demandé quelles sont vos 3 principales priorités de recherche pour les 5 prochaines années. Donc les dirigeants, ceux qui s'occupent, donc les gestionnaires de la recherche, pas qu'au niveau universitaire ou académique, ils ont répondu euh, que qu'il y en a 58% qui ont mentionné que démontrer l'impact était l'un ou l'une de leurs 3 principales priorités pour les 5 prochaines années. Quand on regarde, on a pas mal d'informations ici très intéressantes. Alors, bien sûr, obtenir plus de financement, démontrer l'impact, améliorer la qualité de la recherche, diversifier les sources de financement, alors améliorer les systèmes qui soutiennent la recherche, augmenter les collaborations externes et augmenter le nombre, le taux de publication en accès ouvert. Donc, c'est typiquement les points que j'ai mentionnés dans l'agenda de cette session. Alors, il y a différents, quand on parle d'impact, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule définition. On a ici quelques exemples d'impact de la recherche mondiale. On a ce qu'on appelle l'impact académique scientifique. Donc là, c'est clairement, vous allez voir différentes analyses. On peut compter les nombres de publications. On a des indicateurs. Vous avez dû entendre parler de l'indice H ou H-index, qui est aussi très critiqué. On va regarder les interventions dans les conférences. On va regarder les différents types d'études que vous faites. Il n'y a pas que la production de papiers scientifiques, il y a aussi l'encadrement, l'enseignement. Donc, on parle plutôt ici d'impact académique scientifique. Ensuite, on a l'impact de l'innovation. Là, on va s'intéresser à plutôt le savoir qui a été créé. Est-ce qu'on crée ou est-ce qu'on adopte des nouvelles solutions pour faire progresser la technologie? Par exemple, on contribue au développement de euh, réseaux télécoms 7e génération, par exemple. Donc là, on va regarder différents types de publications comme les brevets, ok, mais aussi les brevets qui citent les publications scientifiques. Collaboration avec l'industrie. Donc ça, c'est un autre type d'impact. Ensuite, vous allez entendre ça régulièrement aussi, de plus en plus. Ça fait une dizaine d'années, 2015, 2016, les Nations Unies ont défini une liste d'objectifs à développement durable, donc objectifs de développement durable, ODD.
Il y en a 17. Et les questions qu'on se pose quand on fait de la recherche scientifique, est-ce que les travaux qu'on produit, est-ce qu'ils contribuent à ces objectifs de développement durable? Par exemple, atténuation du changement climatique, accès à l'éducation, réduire la pauvreté, euh, les villes, développement durable, etc. Donc il y a toute une liste. Il y a la santé, bien sûr, il y a le bien-être, toute une liste d'objectifs assez complexes d'ailleurs, multidisciplinaires. Et on peut se poser la question, c'est est-ce qu'on contribue à ces objectifs? Et enfin, il y a un autre type d'impact qui, là, c'est plus ce qu'on appelle un impact sociétal ou politique. Est-ce qu'on contribue à la société, à la culture, au public? Par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui travaille dans l'économie ou le droit, il va faire une étude, ou une équipe de chercheurs vont élaborer des travaux de recherche, et les résultats vont contribuer à l'élaboration de politiques publiques, ou une nouvelle loi, par exemple, ou un nouveau texte. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la législation. On va trouver dans la législation, on va trouver des travaux de recherche qui sont cités dans les textes juridiques. Ça peut être la santé publique aussi ou des politiques environnementales, qui vont faire référence aux travaux scientifiques, travaux académiques. Alors, voilà pour quelques exemples d'impact de la recherche. Encore une fois, différentes perspectives, et on peut mesurer ces d'impact selon différentes perspectives et bien sûr selon différentes manières. Alors nous, ce qu'on fait chez Clarivate, vous avez peut-être entendu parler du Web of Science, on parle de journaux indexés, on parle de facteurs d'impact, nombre de citations, etc. Donc, pas mal de solutions ici qu'on fournit. L'idée, c'est d'avoir des données, construire les meilleures équipes possibles et pouvoir démontrer l'impact. Et l'objectif, c'est de faire avancer la recherche dans le monde en mutation dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer à parler du réseau de collaboration, réseau de soutien. Et pourquoi est-ce que c'est important la collaboration et les partenariats dans le monde de la recherche? Alors, il y a des études qui ont été réalisées. Tout d'abord, un rapport de tendance. Donc là, encore une fois, c'est Commission européenne. Et on constate que les taux de réussite des demandes de subventions, c'est-à-dire qu'on va monter un dossier pour demander des fonds, de l'argent pour faire de la recherche. Le taux de réussite, donc c'est-à-dire que si une agence de financement reçoit 100 demandes, il y en a moins de 20, donc moins de 20%, qui vont se voir accorder le financement qui a été demandé. Ça, c'est la première chose. Donc très, très, très concurrentiel. C'est ce que je dis ici, environnement très concurrentiel en termes de demande de financement. Vu que ce taux de réussite, c'est-à-dire que vous montez un dossier, vous avez moins de 20% de chances de recevoir l'argent, les institutions, les équipes de chercheurs doivent euh, mettre en place une certaine stratégie, constituer la meilleure équipe possible, donc recruter les meilleurs talents, trouver des évaluateurs, collaborer à l'international, identifier des partenaires pour monter le meilleur dossier possible et bien sûr travailler sur des travaux de recherche qui intéressent les bailleurs de fonds, les agences de financement que vous ciblez. Alors ça, c'est la première chose. En termes d'environnement, c'est très concurrentiel pour obtenir des bourses de financement. Alors, l'avantage de la collaboration dans la recherche, il y a, il y a des points importants à rappeler. D'ailleurs, une étude qui date ici de 2015, qui a été publiée dans le Journal of Informatics. Et ces deux auteurs ont étudié la relation entre le nombre d'auteurs d'une publication, le nombre de citations et l'impact. Et le facteur d'impact du journal ou de la revue qui publie ces articles. Bon, il y a une corrélation directe entre le nombre d'auteurs et l'impact des citations. Ça a été démontré. Bien sûr, vu qu'on travaille en équipe, on peut travailler de manière beaucoup plus approfondie. Ok. Donc, on va vraiment en profondeur.
Le nombre de publications augmente. Plus la recherche est approfondie, plus il y a de publications. Mais aussi une expertise plus large, c'est ça l'idée, de travailler avec d'autres personnes. Typiquement, on va essayer de travailler avec des gens qui ont différents, euh, différentes compétences. Donc, on va avoir accès à plus de techniques, potentiellement plus de matériel aussi, plus de ressources. Vu qu'on travaille en équipe, l'idée, c'est aussi de répartir la charge de travail. D'accord? Euh, donc voilà, on va pouvoir se répartir différentes tâches. Et ce que j'ai mentionné précédemment, les opportunités de financement, par exemple en Europe et aux États-Unis, c'est en général plus facile d'obtenir des financements dans le cadre d'une collaboration. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir justifier euh, l'intérêt du projet de recherche, mais aussi justifier les différents types de compétences qui sont requises, nécessaires euh, pour fournir ces travaux de recherche. Alors, la collaboration, on la voit partout. Et comment est-ce qu'on peut voir l'influence de la collaboration? Quand on regarde les publications, il y a un indicateur qui est relativement simple. On va regarder dans les publications si on a des auteurs qui proviennent de différentes institutions, de différents pays. Donc, dans les publications, la collaboration, elle est souvent mesurée en termes de copublication. Je peux travailler avec quelqu'un, je peux collaborer avec une personne, mais sans rien publier. D'accord? On a quand même collaboré ensemble. Là, ce qu'on utilise, c'est les copublications, c'est-à-dire que dans une publication, on a au moins deux auteurs qui vont travailler ensemble. Alors, ça peut être une collaboration enfin, les deux auteurs sont de la même institution, du même pays, de pays différents. Et on peut même avoir un seul auteur qui a plusieurs affiliations. Ok. Dans ce cas-là, c'est aussi compté comme une collaboration parce que l'auteur est entre les deux ou les deux affiliations. Alors, comment on fait? Ici, on constate que dans les années 90, on était autour de 8% de publications avec un auteur à l'international. Si je prends l'exemple, je sais pas, un chercheur basé au Maroc, en 90, si on avait 100 publications, il y en avait 8 sur 100 qui avaient un chercheur à l'étranger, en dehors du Maroc. Bon, ça, c'est au niveau mondial, hein. C'est pas que pour un seul pays, juste pour vous donner un exemple. Donc ici, ça veut dire quoi? C'est qu'en 90, 8% des publications avaient un auteur, ou des auteurs, pardon, au moins deux auteurs dans des pays différents. Ce taux, il est monté à autour de 25, un quart en 2024. Donc si on prend aujourd'hui 100 publications, un quart d'entre elles ont des auteurs qui sont basés dans des pays différents. Ok. Ce qu'on dit ici, c'est que quand on fait l'évaluation de la performance, c'est très important de prendre ça en compte parce qu'on l'a montré tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, une publication, une publication internationale, c'est-à-dire qu'avec deux auteurs, au moins deux auteurs dans des pays différents, vont potentiellement avoir plus d'impact. Donc, ça ferait pas sens de comparer cette publication-là, qui est internationale, avec une publication qui a qu'un seul auteur, par exemple, ou ce qu'on appelle une publication domestique ou nationale, c'est-à-dire que tous les auteurs sont sont du même pays. Il y a un rapport qui a été publié par ISI en 2025 qui, en fait, propose de regarder de manière beaucoup plus fine les collaborations. Donc, j'en ai déjà donné quelques exemples ici. Une publication où il n'y a qu'un seul auteur, une publication un seul auteur mais plusieurs affiliations, une publication nationale ou domestique, une publication internationale avec deux pays, publication internationale avec trois pays, une publication internationale avec quatre pays ou plus. Et là, on a la possibilité d'évaluer ces publications-là, de les comparer de manière beaucoup plus précise. Les articles de collaboration internationale reçoivent en moyenne 70% de citations. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Ça, on le voit dans Insights. Insights, c'est une plateforme qui utilise les données du Web of Science Core Collection de 1980 à aujourd'hui. On peut faire tout un tas d'analyses au niveau des chercheurs, des institutions, des domaines de recherche. D'accord? Donc, on peut évaluer les chercheurs les plus productifs, ceux qui collaborent le plus, ceux qui sont le plus souvent
premier auteur, ceux qui sont plus souvent dernier auteur. Dans certains domaines, ça, c'est un indicateur qui a une certaine importance. Ceux qui reçoivent le plus de financement, ceux qui collaborent le plus avec l'industrie, ceux qui reçoivent le plus de citations de brevets, etc. Donc, il y a tout un tas d'indicateurs qu'on peut utiliser pour avoir une idée des performances des chercheurs. On peut faire la même chose au niveau des institutions et on peut décliner ces analyses selon le domaine de recherche, la région et la performance qui nous intéresse. Ok. Donc là, on regarde les institutions les plus actives qui travaillent sur les cellules souches cancéreuses. Donc on a la liste des universités. Donc là, on a plusieurs indicateurs. On a le taux de collaboration internationale. On a le percentile, average percentile en termes d'impact. Donc là, on a une idée rapide de quelle institution est la plus influente et aussi la plus active. Donc, typiquement, celle de ce cadran-là, c'est une bonne liste d'institutions à cibler potentiellement selon votre stratégie, bien sûr. Alors là, on a parlé d'Insights, mais dans le Web of Science, j'ai fait un webinaire complet sur les profils chercheurs. L'idée ici, c'est alors d'abord vous, en tant que chercheur, de rendre visibles les travaux de recherche que vous faites, que vous effectuez, et ça, après, c'est visible dans le Web of Science. Et on peut aussi utiliser les mêmes données, alors ça, c'est plutôt à l'envers. Le premier cas de figure, cas d'utilisation, c'est montrer ce qu'on fait. Et là, c'est on utilise les chercheurs pour trouver potentiellement des experts ou des collaborateurs potentiels, des gens, puisque là, je vais avoir la liste des publications, quelques métriques ici, quelques indicateurs. Et l'idée ici, c'est d'identifier les leaders dans un domaine spécifique. Et là, on voit tout de suite leurs publications les plus récentes. D'ailleurs, beaucoup de chercheurs qui gèrent leur profil manuellement ici dans Web of Science, mais il y a aussi pas mal de fonctionnalités pour mettre à jour les profils automatiquement. Moi, c'est ça que je fais typiquement, et après, bien sûr, je gère aussi, je garde un œil sur mon profil. Alors, ces données-là, elles sont structurées. On a un autre service qui s'appelle Web of Science Author Connect. Et là, en fait, c'est un service qui permet de contacter des auteurs influents grâce à leur historique de publication. Par exemple, je vous donne un exemple. On a un journal scientifique qui veut inviter des auteurs pour qu'ils soumettent leurs manuscrits dans leur revue. Supposons c'est un journal scientifique en chimie analytique ou chimie inorganique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'identifier les chercheurs qui sont encore actifs, on va dire sur les 3-4 dernières années, selon mon sujet qui m'intéresse. On a plus de 4 millions de contacts et l'idée, c'est d'améliorer l'engagement grâce à des campagnes très précises et d'améliorer les performances des emails. Donc ça, c'est plus un service pour les maisons d'édition, les éditeurs de journaux scientifiques, les agences de financement aussi, quand ils ont des subventions destinées à certains projets et ils ont besoin d'expertise pour évaluer ces projets. Comment je fais pour trouver ces chercheurs, mais aussi comment je fais pour les contacter. Voilà, donc là, c'est plus dans le domaine de la campagne, on est plus dans du marketing ici, mais on pourrait en penser et dire, je suis en train de travailler sur du recrutement, je cherche des chercheurs qui ont certains niveaux de connaissances, d'expertise par rapport à mon sujet d'intérêt. Comment je fais pour les identifier, mais aussi comment je fais pour les contacter. Ok. Ensuite, on peut aussi faire la même chose, utiliser ces données-là, mais d'une autre façon. Donc là, c'est plus du conseil. On a une équipe de consultants, d'experts qui vont s'assurer que les chercheurs, la main-d'œuvre dans une institution, mais aussi identifier des leaders pour potentiellement les recruter. Donc, comment on fait pour les identifier? Comment on fait pour veiller à ce que les équipes euh, travaillent bien comme il faut par rapport à certains critères? Je sais pas, moi, par exemple, il y a des questions politiques, on ne peut pas travailler avec cette institution parce qu'il y a un embargo, il y a un blocus, ou voilà.
ou alors on ne travaille pas avec ces institutions-là parce qu'il y a des risques politiques, etc. Donc, on peut aussi travailler sur ces sujets et aussi analyser, bien sûr, les collaborations en vue de les optimiser. Ensuite, on a le deuxième volet de la session d'aujourd'hui, c'est la stratégie en termes de publication. Comment on fait pour mieux publier? Alors, il y a plein de questions, de débats autour de tout ça. J'ai fait une session complète sur ce sujet également. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de plus en plus de journaux scientifiques, mais ils n'ont pas forcément tous le même niveau de qualité. D'accord? Donc, on a pas mal de débats sur les journaux prédateurs, journaux avec comité de lecture ou pas, journaux en accès ouvert, quels sont les frais de publication, est-ce que c'est un journal indexé, est-ce que j'ai la visibilité, c'est quoi le temps de publication, toutes ces questions qui tournent autour des profils de journaux. Alors, dans le Journal Citation Reports, qui est la source du facteur d'impact, on a une vue complète du profil d'un journal en termes d'historique, en termes d'impact, en termes d'accès ouvert, en termes de fréquence de publication, en termes de tout simplement qui est l'éditeur, où est-ce qu'il est publié, le journal en question, et, et même la langue de publication. Donc là, l'idée, c'est d'évaluer les revues grâce à une vision multidimensionnelle. On parle de profil, bien sûr, de leur impact, et on a plein d'indicateurs. Alors, je sais qu'il y en a qui vont essayer de faire des raccourcis en disant, ah, le facteur d'impact est de temps, donc il est top le journal, ou alors c'est un journal Q1, ou alors c'est etc. etc. L'idée ici, c'est de se dire qu'on va essayer d'avoir une vision la plus complète ou une évaluation la plus complète d'un journal selon son profil. Ok. Et après, ben, on a plein de données hein, qui contribuent en termes d'institutions, quels sont les pays qui publient le plus dans ces journaux, et ainsi de suite. On peut les comparer. Par exemple, ici, j'ai fait toute une liste de filtres. Je m'intéresse aux journaux donc indexés dans le Web of Science en économie, qui ont un facteur d'impact en 2024, donc publié en 2025, et je m'intéresse aux journaux Q1, Q2. Je vais avoir une liste, mais après, je peux les comparer. D'accord? Je peux les comparer de cette façon. L'idée, c'est d'utiliser des filtres selon vos besoins. D'accord? Euh, on a un filtre sur l'accès ouvert aussi. Pas plus tard que ce matin, on m'a demandé comment je fais pour trouver ce genre de journaux. Voilà, donc on peut trouver et utiliser ces différents filtres pertinents pour essayer d'identifier les meilleurs journaux. Après, il y a des questions auxquelles on peut répondre dans Insights, par exemple, dans quelle revue les auteurs dépassent le taux de citation moyen des revues. Par exemple, ça arrive, vous allez regarder au niveau d'un chercheur, au niveau d'une institution, on a publié dans des journaux, quels sont les journaux pour lesquels les publications de nos chercheurs ont été plus citées que la moyenne. Ça, on peut s'amuser à faire ce genre d'analyse également. Voilà, donc il y a aussi un indicateur qui est très intéressant, en plus du Journal Impact Factor, c'est le Journal Normalized Citation Impact, JNCI ou JNCI. Donc c'est un impact de citation normalisé au niveau du journal, d'accord? Et en fait, comment il est calculé? C'est le rapport entre le nombre réel d'articles cités et le taux de citation moyenne des publications de la même revue, de la même année et du même type. C'est pour ça que c'est un indicateur normalisé. On va prendre le nombre d'articles de citation et le taux de citation moyen des publications de la même revue, et on va regarder est-ce que le journal, en moyenne, dans son ensemble, reçoit plus de citations comparé aux journaux du même type, c'est-à-dire dans la même discipline. Voilà, et donc cet indicateur, il peut révéler certaines informations très intéressantes ou d'un ensemble de publications par rapport à celles d'autres chercheurs lorsqu'ils publient leurs travaux dans une revue ou un ensemble de revues données. Ok. Alors,
On a eu des financements, on a potentiellement travaillé avec d'autres collègues, on a collaboré, on a trouvé le bon journal le plus pertinent pour s'adresser à la meilleure audience pour publier nos travaux. Maintenant, c'est comment on fait pour démontrer l'impact et se construire une réputation. Alors, on n'a pas besoin d'attendre que l'institution le fasse pour nous, on peut le faire nous-mêmes. Alors ça, c'est un exemple de profil dans le Web of Science. Quelqu'un qui gère son profil lui-même, il a mis sa photo, très actif en termes d'examen de manuscrits aussi, les différents indicateurs dont on a parlé tout à l'heure. Et l'idée ici, on a même les pré-publications, les preprints également. Et l'idée, c'est que une fois que vous avez ces données-là, vous allez être potentiellement plus visible que quand vous n'aviez pas encore de profil, tout simplement. Ok. Et on peut bien sûr consulter facilement les publications des chercheurs. Ensuite, on a au niveau institutionnel, on peut s'amuser à faire ça aussi. Comment on fait pour se positionner dans les domaines de recherche qui suscitent le plus d'intérêt? Alors, on a ici, par exemple, une liste, on appelle ça des citation topics. Un topic, c'est un groupe de publications. Plus il est foncé ici, plus le taux de citation moyen normalisé est élevé. D'accord? Donc, c'est ce que je dis ici. L'idée ici, c'est de comprendre rapidement quels sont les actes de recherche qui pourraient renforcer votre portefeuille de recherche. Ensuite, on a les fameux ODD ou SDGs, Sustainable Development Goals, Objectifs de développement durable des Nations Unies. Et on a une classification, on a une correspondance qui est faite entre le topic, le sujet d'une publication, et les 17 euh, objectifs de développement durable dont j'ai parlé tout à l'heure. Et enfin, on a quelque chose qui est beaucoup plus prospectif, c'est le Research Horizon Navigator. Donc là, l'idée, c'est de découvrir rapidement les dernières avancées de la recherche. Et on a la possibilité de découvrir ce qu'on appelle des sujets émergents qui laissent entrevoir des futures avancées dans toutes les disciplines. Donc, on a une classification par domaine, bien sûr. Et ça, c'est aussi intéressant quand on est chercheur, jeune chercheur, quand on fait une synthèse de la littérature. L'idée, c'est aussi de s'intéresser à ce qui est tout frais, les derniers travaux dans un domaine en question. Ensuite, on a, et ça répond un petit peu à la question dans le chat que je viens de lire, la mise en place de dashboards ou de tableaux de bord. Et on peut mettre en place ces tableaux de bord rapidement dans Insights au niveau d'une institution, mais même au niveau d'un chercheur, selon différentes perspectives. On va avoir la productivité, l'impact, la collaboration. Je peux vous montrer très rapidement. D'ailleurs, on a des formations, on a des enregistrements de webinaires sur ce sujet. Donc là, je réponds à Abdelmejid. Il suffit de chercher Insights, Dashboard, et on peut trouver ce genre de formation, ou en tout cas de tutoriel. Je vais vous montrer très rapidement comment ça fonctionne. Alors, en plus, pour un établissement, une institution, une université, on a déjà un rapport qui est déjà tout fait. Après, on peut se construire son propre rapport ou tableau de bord, mais on a un rapport qui existe déjà qui s'appelle Organizational Report, ou rapport d'organisation ou organisationnel. Là, je regardais l'université au Maroc, Ibn Tufayl, l'université of Petra, et je regarde la période 2020-2024. Donc ici, en fait, il suffit d'ajouter, d'écrire le nom de l'institution, et on a différents volets, la performance, la collaboration, d'accord, l'utilisation, publication dans les journaux, et ainsi de suite. OK. Donc là, par exemple, collaboration par domaine et par pays. OK. Collaboration, les principaux partenaires académiques. Donc, Rabat, Maroc, Casablanca, Maroc, Marrakech, ça c'est Oujda, Paris, et ainsi de suite. OK. Donc, on a des rapports qui sont déjà tout faits pour la performance.
quelques analyses ici. Donc par domaine, ensuite par discipline, tendance de production, ensuite l'impact comparé à l'impact mondial, nombre de publications par quartile, Q1, Q2 et ainsi de suite. Et ensuite on a les topics, les sujets. Donc on peut, alors plus le mot est gros, plus il y a de publications. Donc, l'innovation, corrosion et des maths ici, standard model. Ok. Donc ça c'est dans Insights. Je repars sur ma présentation. Donc je l'ai mentionné, productivité, impact, collaboration, pas mal d'analyses qu'on peut effectuer dans ce sens, au niveau d'une institution, mais aussi au niveau d'un chercheur. Pareil, il suffit de mettre le nom ou l'identifiant, par exemple ORCID, et on peut avoir un rapport de ce type. On a un autre projet qui s'appelle le GIP, ou GIPP, Global Institutional Profiles Project. Et en fait, ici, il y a encore une fois, l'idée, c'est de collecter différents types de données d'une institution. Alors, des données démographiques, ça va être aussi des sondages, donc des études qualitatives, ok, mais aussi des données au niveau des publications et des citations. Et l'idée, c'est d'avoir différentes perspectives pour essayer de comprendre ou d'avoir une meilleure idée du profil d'une institution. Alors, c'est quoi l'intérêt pour une université? Alors, bien sûr, c'est d'essayer de dresser un portrait le plus complet possible. C'est pas que le nombre de publications, c'est pas que le nombre de citations. Ça peut être le taux ou le rapport entre le nombre de staff académiques et le nombre d'étudiants. Et donc, selon ce rapport, on va avoir un score, 30, en gros de 0 à 100. OK? Quels sont le nombre de doctorats qui ont été accordés aux étudiants par rapport au staff académique. Ok. Donc là, après, on a un rapport beaucoup plus précis des institutions. Ok. Ensuite, il y a un autre type d'activité qu'on peut mettre en place pour rendre visibles les travaux d'une université. C'est une plateforme, elle s'appelle Esploro. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va mettre plein de données de différents types. Alors ici, il y en a un exemple. Bien sûr, les publications, financement, les ensembles de données, les prépublications, les citations, les prix, les brevets, les projets, etc. Même les mentions dans les médias. Et l'idée, c'est de rendre visibles ces travaux. Alors ça, c'est un exemple d'un portail. Enfin, ici, c'est une université fictive. Mais on va voir aussi ici, pour chaque institution, les profils. D'ailleurs, cette chercheuse, elle a ajouté son ORCID, Researcher ID, Scopus ID, et ainsi de suite. Ok. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et l'idée, en fait, je vais vous montrer des vrais exemples. Esploro Client Site, il est là. D'ailleurs, c'est public. Si ça vous intéresse, on peut mettre en place ce genre de plateforme pour votre institution. Je vais prendre, peu importe, hein, je vais prendre celle-là. OK. Donc, c'est une plateforme qui est hébergée directement sur le nom du domaine. Vous voyez ici Esploro. Et alors, eux, ils l'appellent IRO. IRO, c'est Iowa Research Online. En fait, c'est comme une base de données où, en fait, ici, par exemple, moi, je m'intéresse à l'organisation de leur institution. Donc là, on va voir les différents départements. Donc, eux, c'est des collèges. En gros, c'est des différentes facultés. Si moi, je cherche quelqu'un qui est affilié à cette université dans l'ingénierie, ok, et moi, je vais voir les chercheurs. C'est aussi une bonne façon de trouver des gens. Et supposons que moi, ce qui m'intéresse, c'est le génie civil. Peu importe, hein. Je vais regarder ces gens et je vais dire par exemple David Lee ici. Il a son ORCID et je vais même regarder ce qu'il fait. Et j'ai même son adresse mail. Ok. Donc l'idée, c'est de rendre visible ces chercheurs, mais aussi leurs travaux. Donc lui, il a 69 publications, publications ici en accès ouvert. Ok, je vais regarder. Et on a même des métriques.
Donc voilà, la publication, elle a été vue 28 fois et ainsi de suite. Je peux repartir ici, juste pour avoir une idée. Voilà, tous les travaux qui ont été ajoutés au cours du temps. Et je pourrais faire ça pour voir, par exemple, Researcher Profile. Je vais prendre un autre domaine juste pour voir. Si je prends Abdullah Abbasi ici, alors lui il est plutôt dans le médical. Ok. Pareil, je peux voir ses publications. Il a même des lettres et ainsi de suite. Ok. Et lui, ben voilà, en gros, nous, on travaille avec les institutions pour rendre visibles ces travaux directement. Et ça, c'est le portail, hein, directement le site internet de, euh, de l'université. Ok. Alors d'ailleurs, ça, c'est le site de l'université, mais si on va dans Research, par exemple, si on va dans Research, comment ils l'ont mis dans Research? Ok, il doit avoir un lien quelque part. Ok. Bon. Ouais, vous pouvez explorer un petit peu. Si je prends une autre, par exemple, Drexel, voilà, eux, ils l'appellent Research Discovery, donc c'est pareil sur le site. Et l'idée, voilà, c'est de rendre visibles les différentes équipes, les différents chercheurs, les publications, et ainsi de suite. Ok. Ok, je repars sur ma présentation. Je vais laisser ça pour l'instant. Voilà, donc ça ressemble à ça. On a vu en live. Bon, on a la liste des. Et là, on peut faire faire une recherche d'ailleurs sur un sujet de recherche précis, c'est-à-dire un topic, et lister les chercheurs qui ont mentionné ou qui travaillent sur ce sujet. Donc là, après, c'est aussi comme ça qu'on peut qu'on peut favoriser la découverte des différents profils. Ensuite, on a une autre plateforme qui s'appelle Pivot RP, où là, c'est une plateforme qui permet d'identifier rapidement les bourses de financement, mais aussi, il y a aussi ces profils où on peut rendre visibles les publications, mais aussi les subventions qui ont été reçues par un chercheur en particulier. Il y a aussi les métriques qui sont liées au Web of Science. Alors bien sûr, un petit résumé, une petite bio ici en termes d'expertise, les diplômes qui ont été obtenus et, euh, et ainsi de suite. Ok. Ensuite, on a l'activité de conseil. Nos experts peuvent aussi aider sur, à conseiller sur différentes questions autour de la culture de la recherche. Donc ça, c'est des questions un peu plus complexes, des études d'impact plus larges, la réputation et la comparaison avec d'autres entités, et aussi utiliser certains modèles pour essayer d'étoffer ce qu'on appelle les KPIs, donc Key Performance Indicators, les indicateurs de performance, indicateurs clés de performance, pour aligner les activités avec la stratégie et la vision de chaque institution. Ensuite, il y a une autre plateforme, je vais mentionner ici, qui s'appelle Web of Science Research Intelligence. Et c'est une plateforme qu'on est en train de développer. Et l'idée, c'est que c'est une plateforme basée sur l'IA qui permet aux institutions d'accélérer l'innovation et de mettre en avant l'impact sociétal dont on a parlé tout à l'heure. Alors, comment ça marche? L'idée, c'est d'aider les universités pour obtenir des financements, mettre en avant les activités et aussi modéliser, constituer des équipes de recherche, mais aussi démontrer l'impact sociétal, euh, comme je viens de le mentionner. Ok. Donc ça, c'est une nouvelle plateforme qui est en cours de développement.
Voilà, par exemple, vous allez avoir une page d'accueil comme ça et on voit tout de suite un rapport de performance. Quelles sont les opportunités de financement qui peut-être valent le coup d'être consultées, trouver des experts et évaluer l'impact sociétal, mais aussi on peut identifier les sujets émergents et faire des analyses au niveau de la collaboration. Il y a plein d'analyses, je ne vais pas aller trop dans le détail ici, mais l'idée c'est, voilà, on peut chercher des experts par nom, organisation, domaine de recherche, trouver des opportunités de financement, évaluer la performance institutionnelle, trouver des sujets émergents et consulter les opportunités de financement et analyser l'impact sociétal de votre institution et des autres. Alors l'impact sociétal, il y a un modèle qu'on utilise ici qui s'appelle PESOL, donc c'est politique, stratégie, juridique, gouvernance, économie, capital humain, médical, social et culturel, technologie et environnementale. On regarde ces différentes perspectives ou dimensions et on évalue la performance d'une institution par rapport à ces différents piliers. Il y a un rapport que je vous invite à lire qui date d'il y a un an, septembre 2024. C'est notre centre de recherche ISI qui a mis en place un cadre de travail euh, pour évaluer l'impact sociétal des travaux de recherche. Ensuite, il y en a eu un autre en août 2025. Donc c'est ce qu'on appelle un white paper ou un rapport livre blanc. Et ici, les collègues explorent la manière dont le Web of Science applique le cadre d'impact sociétal pour aider les universités et les instituts de recherche à mesurer, mais aussi évaluer et valoriser la contribution de leurs travaux de recherche. Alors, plein de choses dans ce rapport, mais mettre en avant les atouts stratégiques, comparer leurs performances à celles de groupe, guider les décisions fondées sur les données pour maintenir ou augmenter l'impact sociétal. Donc pas mal de choses, cadre très, très intéressant. Et, euh, et on a des indicateurs, ce qu'on appelle des indicateurs prospectifs ou rétrospectifs. D'accord. Et dans cette plateforme, vous allez voir ce qu'on appelle l'IA agentique ou Agentic AI. En gros, c'est des collections d'assistants qui sont conçus spécialement pour faire progresser vos travaux de recherche et l'évaluation. Donc, on a vraiment cette technologie qui est utilisée selon certains besoins. Par exemple, un assistant d'IA pour l'impact de la recherche, un pour l'analyse des collaborations, un pour découvrir des domaines de recherche émergents, un qui est plutôt pour identifier des experts et modéliser des équipes de recherche. Si on arrive à recruter, à les faire travailler ensemble, comment ça se passerait. Mais on a aussi un assistant de recherche lié aux opportunités de financement. Alors, ici, alors il y en a certains d'entre vous qui ont déjà accès à Web of Science Insights, Pivot RP, Explorer, qui ont déjà accès à ces plateformes. Donc il y a pas mal de choses en ce moment, on est en train de démontrer un petit peu la valeur de cette plateforme. Mais en gros, il y a trois grands piliers, l'unification des données, innover et l'impact. Alors, on va mettre ensemble différents types de données, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'analyse, la collaboration, financement, subvention et tout ça, dans une plateforme. On a aussi la recherche d'experts, qui est beaucoup plus simplifiée dans cette plateforme. Ça, c'est mentionné ici. On va avoir les alertes, recommandations personnalisées, un petit peu comme dans Pivot RP. Les opportunités de financement qui proviennent de Pivot RP aussi. Et on a aussi l'évaluation, donc par exemple, cadre et indicateur d'impact sociétal. Et il y a des données beaucoup plus complètes, puisque vous allez aussi avoir la possibilité de renseigner des données internes. Alors que les autres plateformes, à l'exception d'Exploro, Insights Pivot RP, c'est des données qui proviennent du Web of Science, oui, Insights ou Clarivate dans leur ensemble.
qu'on n'a pas ici de données internes. Donc Explorer, on a aussi des données internes, mais PivotRP, on va aussi avoir la possibilité d'avoir des opportunités de financement internes, mais l'idée, c'est de réunir ces différents types de données, questions dans une seule plateforme. Alors, je jette un coup d'œil, parce que le temps file, je jette un coup d'œil dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? De toute façon, je vous enverrai la présentation et vous aurez également pour chacun des produits et services. Alors, il y en a pour lesquels vous êtes déjà très à l'aise, hein, même en termes de statistiques. Donc, Web of Science, bien sûr. Insights, on en a parlé déjà plusieurs fois. Le service pour identifier les meilleurs chercheurs du monde et communiquer avec eux, donc les inviter, donc vraiment service de marketing. Ça, c'est plus pour des campagnes. Et ensuite, on va avoir donc Esploro. Donc, je vous ai montré deux exemples, l'université d'Iowa, mais aussi l'université de Drexel. Donc, données complètes, profil dynamique et intégration avec les systèmes existants. Pivot RP pour identifier les opportunités de financement. Et Pivot RP, c'est le RP, là, Research Professional. On appelle Research Professional News. Donc là, c'est aussi une source fiable d'informations qui font autorité. Et j'ai parlé plusieurs fois de nos services de consulting, de conseil par rapport à différents types d'activités. Alors, je vais regarder dans le chat et dans le chat et dans Q&A. Alors, Majid, je reviens sur la question de tout à l'heure, traite de la question de mise en place des dashboards pour un établissement. Alors, il faudrait que je regarde, mais normalement, j'ai un webinaire, je dois avoir un enregistrement sur ce sujet. Alors, un instant. Il y a une question, est-ce que le Web of Science Research Intelligence est-il disponible pour l'Université du Maroc? Pas encore. Pas encore. C'est en discussion, mais pas encore. Est-ce que vous pouvez me donner le nombre d'articles publiés par la Chine dans le monde? Ça dépend. Dans le Web of Science Core Collection, je peux faire une analyse très rapide. Si je mets adresse China. Voilà, depuis 1900, on est à 10 millions. On peut faire ça rapidement dans Insights aussi, si je fais une analyse par pays. Donc ça, c'est Core Collection. Donc à peu près 10,3 millions. Donc ça, c'est Core Collection, c'est-à-dire journaux indexés. Et si je fais toute la base de données, on était à 10,3 millions, là on est à 17 millions. Okay. Je peux inclure les pré-publications, enfin, bien sûr je vais monter à 17,7 millions. Et on est à 18 millions, donc 10,3 millions dans Web of Science Core Collection, les journaux indexés dans le Web of Science, ou les livres et chapitres de livres. Et là, 18 millions, on est un peu plus inclusif. Donc là, on le regarde depuis 1980 à 2025 pour la Chine. Tout à l'heure, je regardais tout l'historique, hein. Je partais à 1900. Voilà, on est à 9,7 millions. Okay. D'ailleurs, c'est une analyse intéressante pour vous montrer un petit peu. Donc, sur tout l'historique, les États-Unis encore devant, mais sur les dernières années, la Chine maintenant publie beaucoup plus que les États-Unis. On peut le voir ici, hein. On peut le voir. Donc, la courbe bleue, c'est les États-Unis et violet, c'est la Chine. On le voit ici. Et depuis 2020, 22. Depuis 2022, la Chine publie plus que les États-Unis. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une question de Hamid qui demande quel journal, on sort un petit peu du sujet là,
Quel journal vous pouvez me recommander pour publier un article sur l'analyse bibliométrique en alors, moi, je ne fais pas de recommandations. Ce que je vous donne, ça peut être quelques, quelques conseils. D'ailleurs, j'ai écrit un guide complet là-dessus. Euh, je vous donne des méthodes pour identifier les journaux les plus pertinents pour votre publication. Je parle du sujet ou de la mission du journal, l'audience, l'impact. Peut-être que vous avez des besoins personnels. Est-ce que ça publie rapidement ou pas? L'examen par les pairs. Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est de commencer par la, sa thèse de littérature que vous allez faire. Si vous avez un manuscrit, vous pouvez utiliser Manuscript Match. Manuscript Match, vous mettez le titre et le résumé de votre manuscrit et vous pouvez avoir des suggestions. Encore une fois, c'est pas des recommandations. Je vais prendre un exemple, peu importe, hein. Je vais vous montrer un exemple. Supposons que ça, c'est mon titre. Mon titre. OK. Donc, fermez ça. Ici, je vais mettre mon titre. Et ça, c'est mon résumé. OK, peu importe. OK. Et donc là, l'outil va me suggérer euh, des journaux qui sont indexés. On en a trouvé 31 par rapport aux mots-clés. Donc lui, il est très pertinent. 0,99, c'est un excellent score. Ensuite, 0,85, médecine et ainsi de suite. Et là, je peux voir les profils. Ok, par exemple, je vais voir le profil ici. Ok, et là, je peux avoir une idée. C'est un journal qui date, 1922. Un numéro par semaine. Il est indexé dans certaines bases. J'ai des indicateurs. Il est open access. Ok. Peer review, bien sûr. Et on peut même voir comment l'examen a été fait dans le Web of Science. Ok. Donc, c'est ce que j'explique dans le guide à lire à tête reposée. On peut faire la même chose, hein. Par exemple, si je vais dans Topic, je vais mettre bibliometric trick and entrepreneurship. OK, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, donc par exemple, cette étude, elle utilise des analyses bibliométriques sur l'entrepreneuriat dans un domaine particulier, l'hospitalité et le tourisme. Alors bien sûr, ils ont publié ici. OK, mais si nous, on est plutôt, par exemple, je sais pas moi, on est plutôt d'un point de vue business ou économie, donc on peut filtrer. Voilà. OK. Voilà, par exemple ici, une analyse bibliométrique systématique de l'entrepreneuriat en Afrique. Bah, ils ont publié dans ce journal. Donc, et après, on peut être plus précis, hein. Par exemple, on veut un article et on veut des journaux publiés, des articles publiés sur les 4-5 dernières années. OK. Euh, et on peut même mettre voilà, on s'intéresse à l'entrepreneuriat, par exemple. C'est ce que j'ai expliqué, dans mon guide. Et après, on peut faire une analyse très rapidement. Ici, voilà, j'ai ma liste. OK. Si le manuscrit est déjà prêt, vous pouvez utiliser Manuscript Match. OK, alors je vois pas d'autres questions. Alors merci à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt et bon courage. Au revoir.